L'invité d'aujourd'hui, notre invité est Pascal Boniface, qui est directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, IRIS. Qu'est-ce que c'est que l'IRIS ? C'est un centre de recherche sur les questions internationales. Donc il y en a assez peu en France, il y en a 3 ou 4, c'est beaucoup plus fréquent dans d'autres pays. Et donc notre vocation première est d'une part d'essayer d'expertiser un peu ce qui se passe, d'apporter une information complémentaire pour l'administration, une expertise un peu différente. Et puis la deuxième mission, c'est d'essayer d'expliquer les grands enjeux internationaux à la plus grande partie de la population, d'essayer de démocratiser un peu ces questions qui sont souvent monopolisées par un petit cercle d'experts. Et nous, on essaye, et je vous remercie de votre invitation parce qu'elle permet de contribuer à cette mission, de faire en sorte que ces questions soient également débattues dans le grand public. Pour quel type quels sont vos clients? Est-ce que ce sont les gouvernements? Est-ce que ça peut être des entreprises? Ça doit être des journaux sans doute, ou des radios, télévisions qui vous sollicitent pour expliquer les conflits? Oui, on travaille beaucoup avec les médias, mais enfin là, ce ne sont pas des clients, ce sont des utilisateurs, puisque les clients payent et les médias ne payent pas. Jamais. Effectivement, là, ce sont des utilisateurs et pas des clients, mais pour ceux qui permettent de payer les salariés, de louer les locaux, donc les clients, c'est effectivement tout d'abord les administrations, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, un peu aussi les parlementaires, et puis quelques entreprises à vocation internationale qui sont toujours un petit peu en quête d'informations complémentaires. Souvent d'ailleurs, toutes ces entités ont leur propre outil d'analyse, mais chacun estime que ce qui est utile, c'est de confronter les points de vue et de ne surtout pas se baser sur une information dont la source est unique, et de confronter l'information qu'ils peuvent avoir en interne à une information extérieure. Votre équipe est importante? On est en tout une trentaine de personnes, moitié chercheurs et moitié secrétariat, documentation, comptabilité, etc. Et j'imagine que dans votre bureau, il y a une grande carte du monde avec beaucoup de punaises, des punaises de différentes... Non, je ne me prends pas pour Charlie Chaplin dans Le Dictateur, donc il n'y a pas... J'ai une map monde, mais il n'y a pas une sorte de carte du monde à conquérir ou quels sont les conflits. C'est pas Monsieur Sylvestre. Je pense qu'avec Stéphane Courgeon, tout à l'heure, on abordera un certain nombre de conflits dans le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire combien est-ce qu'il y a de conflits? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Je parle des conflits, je ne parle pas de ce qui se passe. C'est difficile dans la mesure où il y a à la fois des conflits que l'on voit immédiatement, et puis il y a des micro-conflits ou des conflits qui dorment. Regardez ce qui se passe en Macédoine, on voit qu'il y a le frémissement d'un affrontement. Est-ce que c'est déjà un conflit? Ce sont déjà des troubles, ce n'est pas encore un conflit. Ça peut devenir un conflit demain. En Somalie, pareil, c'est un peu éteint, mais il y a toujours des troubles, ce n'est pas vraiment un conflit. Mais grosso modo, et je dirais bon an, mal an, il y a une trentaine de conflits en permanence dans le monde. Alors, vous écrivez aussi des bouquins. Vous avez écrit et dirigé une trentaine d'ouvrages sur les problèmes internationaux. Je vais donner les titres simplement de 3 ou 4. Les plus récents, La volonté d'impuissance, Repenser la dissuasion nucléaire. Voici des sujets de questions pour vous, mesdames et messieurs, tout à l'heure. L'Atlas de relations internationales, Géopolitique du football. Oui, parce que je crois que le football est un facteur de la mondialisation, un peu différent d'ailleurs d'autres, parce qu'il n'est pas dominé par les Américains celui-ci, et que on s'est beaucoup moqué de moi, pour tout vous dire. Lorsque j'ai dit à mes collaborateurs que je voulais, avant la Coupe du Monde, faire un livre sur l'impact du football dans les relations internationales, ils se sont dit, bon, il confond un peu ses loisirs et le travail, quoi. Oui, parce que vous êtes administrateur du football club. Voilà, du Paris Football Club. Paris Football. Et en fait, 2 éditeurs ayant pignon sur rue m'ont refusé cela. Et en fait, je crois avoir montré qu'il y avait quand même des relations, que le football était un facteur de relations internationales, que ce n'était pas seulement une marotte, et c'est un sujet pour montrer aussi d'ailleurs que ces sujets importants peuvent être traités de façon qui ne soit pas rébarbative, qui peuvent être agréables et sans pour autant trahir la vérité scientifique. On ne peut pas opposer à la fois ce qu'on appelle la vulgarisation, qui, à mon avis, est quelque chose de noble, d'expliquer en termes concrets quels sont les grands enjeux. Eh bien, on ne peut pas opposer cela au caractère scientifique. On peut faire des choses sérieuses en termes simples. Et a posteriori, je pense que vos collaborateurs ont certainement trouvé que vous aviez raison. Ah, je les ai fait taire pour quelque temps, là, oui. Encore un ou deux C'est un autres... pari risqué, quand même. Encore un ou 2 autres ouvrages. La France est-elle encore une grande puissance? L'Atlas des guerres, 2000, que vous avez fait en 99, et j'imagine qu'actuellement vous préparez un ouvrage. Est-ce que c'est indiscret de vous demander? Non, j'ai fait un ouvrage qui s'appelle les grandes lignes, le monde contemporain, grandes lignes de partage, qui reprend un peu, en fait, certainement une grande partie des questions
que l'on va aborder ce soir et d'essayer de faire un livre le plus didactique possible qui concerne à la fois la mondialisation, quels sont les acteurs des relations internationales, on parle beaucoup d'ONG, du rôle des États, qui parle également des organisations internationales, de la protection de l'environnement. J'essaie de voir un peu quels sont les grands facteurs dans les relations internationales qui dirigent le monde un petit peu, et essayer de mettre ça dans un livre que j'espère être le plus accessible possible. Je crois que j'ai oublié de dire que vous étiez également enseignant à Sciences Po Lille et Paris, et que vous avez été consultant auprès des ministères français de la Défense et des Affaires étrangères. Alors, comme d'habitude, pendant la voix au chapitre, c'est Stéphane Courgeon qui vous pose quelques questions. En général, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je fais des signes à Stéphane pour que la salle puisse poser des questions. Donc, vous aurez la parole un quart d'heure après mes petits gestes. Et à la fin, comme vous le savez, et là, nous avons un expert, le sénateur Chaumont, qui est vice-président du Conseil général de la Sarthe et qui est aussi... au Sénat, vous avez une mission dans le domaine des affaires étrangères, voilà. Donc je pense qu'il va regarder ça en expert et donner la conclusion, la bonne conclusion qui s'imposera tout à l'heure. Donc Stéphane, c'est à vous. Écoute, avec un invité comme vous, on aurait pu évidemment aborder des quinzaines, des dizaines, des vingtaines de sujets. On va essayer de se concentrer sur 3 ou 4 parties. On va d'abord parler de ce que sont aujourd'hui, vous avez posé la question de combien il y avait de conflits dans le monde. Les conflits ont évolué, on va en parler dans un instant. On parlera évidemment de la situation de l'Afrique, qui est très particulière. Et puis, vous nous direz un peu ce qu'est aujourd'hui une puissance mondiale, parce que vous avez une analyse très intéressante sur le sujet, pour dire qu'aujourd'hui, une puissance n'est plus seulement jugée sur l'importance démographique ou sur l'importance de son territoire, mais sur plutôt son influence, notamment culturelle. Et puis, on parlera bien sûr des États-Unis, de George Bush, et puis des rapports entre l'Europe et les États-Unis. Alors d'abord, sur les conflits, on observe un peu ces dernières années que la guerre, si je puis dire, n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Qu'elle a changé de forme et qu'elle met beaucoup moins souvent en conflit 2 États, 2 grandes nations. Quelles sont finalement aujourd'hui les grandes caractéristiques des conflits, de la trentaine de conflits que vous avez décrits? La première caractéristique, ce qui est la plus malheureuse, c'est que contrairement aux espoirs que l'on a pu avoir soit après la chute du mur de Berlin, soit après la victoire dans la guerre du Golfe, la guerre est toujours d'actualité. C'est qu'on a eu quand même, rappelez-vous, des discours sur le nouvel ordre mondial, sur la paix revenue. Eh bien non, finalement, la guerre est toujours présente dans les quotidiens, à la radio, à la télévision. Il n'y a pas une journée dans laquelle on n'apprenne pas qu'il y a eu tant de morts dans un conflit. Et qu'elle n'est pas pour autant plus résolue, c'est qu'elle se déchaîne souvent avec une violence accrue. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une division entre les pays qui connaissent la guerre directement sur leur territoire et ceux qui y échappent. Et que cette ligne de clivage, c'est très souvent pays riches, pays pauvres. Ça n'a pas changé. Oui, alors disons que c'est encore plus présent qu'avant. C'est-à-dire qu'à la fois, les Français, notamment de par le travail des médias, sont tout à fait au courant des conflits, mais qu'il n'y a aucune menace militaire qui pèse sur le territoire. Il y a d'autres menaces qui peuvent peser sur la France, mais il n'y a plus de menace militaire, et ça depuis 10 ans, pour la première fois depuis des siècles. On n'a pas peur d'être envahi. Pas peur que demain un soldat étranger vienne vous dire dans quel sens circuler ou qu'est-ce que l'on peut faire. En même temps, nos soldats participent à des actions militaires, risquent leur vie et la perdent parfois. Il y a une centaine de soldats français qui sont morts en Bosnie, sans pour autant que le territoire français soit en cause. Donc il y a une sorte de disjonction entre la défense et la sécurité. Ce qui est de la défense territoriale et ne pose pas de problème. Ce qui est de la sécurité de la France vue au sens large, puisque les dirigeants français estiment qu'il est du devoir, ou il y va de la sécurité de la France d'aller soit dans le Golfe, soit en Bosnie, eh bien c'est un peu différent. Alors l'autre grande caractéristique, c'est que, vous en avez dit un mot, c'est qu'aujourd'hui, majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement, les guerres sont des guerres civiles. Je n'aime pas d'ailleurs tellement ce mot parce que le mot guerre et civil sont 2 mots antagonistes, et quand on voit ce qui s'est passé au Rwanda, quand on a en 3 semaines 800 000 morts à coups de machette, on ne voit pas trop ce qu'il y a de civil là-dedans. Ce que l'on peut dire de façon peut-être plus précise et plus conforme à la réalité, c'est que les guerres aujourd'hui ne se passent plus pour le contrôle d'un territoire entre 2 États. On ne veut plus récupérer l'Alsace ou la Lorraine ou telle région, mais se déroulent dans le cadre des frontières d'un même État. Et donc, c'est 2 ethnies, 2 factions concurrentes qui veulent se partager. Et même si vous prenez ce qui a été quand même le symbole de la guerre dans la décennie 90, l'ancienne Yougoslavie, il n'y a pas eu de guerre directe entre la Serbie et la Croatie.
Il n'y a pas eu de guerre directe entre la Serbie et la Bosnie. Il y a eu en Croatie une guerre qui a opposé les Croates d'un côté, les Serbes de Croatie de l'autre, même si bien sûr ils étaient aidés par leurs cousins de Serbie. Et en Bosnie, pareil, il y a eu une guerre entre les Serbes de Bosnie et les autres Bosniaques. Et aujourd'hui, la Yougoslavie, c'est 6 parties, en fait, en gros. Alors, c'est 6 pays, effectivement, peut-être demain 7 avec le Kosovo. On voit mal comment le Kosovo, un jour, on n'ira pas vers l'indépendance. Et alors, inversement, il y a eu cette grande guerre qui a été très présente en France, où les 19 pays de l'OTAN ont déclaré la guerre à la Yougoslavie, qu'ils ne les avaient pas menacés, alors que leur territoire n'était pas en cause. Et cette alliance défensive, donc, s'est lancée dans une guerre au moment où elle n'était pas menacée. Et là, c'était la grande guerre internationale de la fin de la décennie. On peut dire que si on devait qualifier la décennie 90, elle a commencé par une guerre internationale, la guerre du Golfe. Elle s'est achevée par une autre guerre internationale, la guerre dite du Kosovo. Et entre-temps, ça a été des guerres dans les frontières des États, mais pas entre États. Et en même temps, quand on dit international, c'est pas entre plusieurs États, c'est plusieurs États contre un seul. Oui, pour les deux cas, une coalition, effectivement, où il y a l'Irak contre le reste du monde, pratiquement, et la Yougoslavie contre l'OTAN. Ce qui est très significatif sur le conflit de l'ex-Yougoslavie, c'est que finalement, c'est la Slovénie qui, au départ, a demandé son sorte d'indépendance, et ensuite, ça s'est enchaîné. Là, vous mettez le la point Croatie sur... et la Bosnie. Voilà, vous mettez le point sur deux facteurs essentiels. Le premier, c'est le côté cercle vicieux des conflits. Un conflit ou une opposition quelque part ne débouche pas et entraîne dans sa suite, dans sa logique, d'autres conflits. Et donc on a bien vu qu'une revendication slovène a été suivie et de proche en proche, parce qu'en fait au départ, tout le monde vit en Yougoslavie. Si les Slovènes s'en vont, les Croates se disent mais pourquoi moi devrais-je rester avec les Serbes? Mais à partir du moment, et les Bosniaques vivaient en très bonne entente avec les Serbes, et ils auraient pu continuer de le faire, mais à partir du moment où les Croates s'en vont, ils estiment que leur tête-à-tête avec les Serbes devient inconfortable. Et après, le Kosovo, etc., on a ce cercle vicieux. L'autre facteur que vous mettez en exergue, c'est qu'on parle souvent d'opposition nationale, de nationalisme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, bien sûr, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de raison nationale au conflit. Il serait faux de le nier. Mais que très souvent, le motif national ne sert que de paravent à un motif économique beaucoup plus important. Très franchement, les droits slovènes dans la Yougoslavie n'étaient pas très niés. Mais ce que l'on regarde, ce que l'on voit, c'est que la Slovénie était la partie la plus riche de la Yougoslavie et que simplement les Slovènes ne voulaient plus participer au pot commun. Grosso modo, c'est comme si les Hauts-de-Seine avaient déclaré leur indépendance en disant le nationalisme des Hauts-de-Seine est bafoué par le centralisme et donc nous voulons faire sécession. La Slovénie, qui faisait 8% de la population, faisait un quart du PNB de la Yougoslavie. Vous prenez les Hauts-de-Seine par hasard? On voit bien Pasqua sur son cheval. Non, plutôt, là, c'est pas en termes politiques, mais en termes de richesse, par rapport aux autres départements. Mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça reste quand même une revendication de base. Oui, alors, où est-ce qu'on doit l'arrêter? Il y a 5000 ethnies et nations dans le monde. Est-ce que l'on doit aller vers un monde où il y aurait 5000 États? Ça sera autrement difficile à gérer que le monde actuel. Et donc là, on a un peu deux principes contradictoires qui sont et les deux principes que l'on a hérités de 1945 et qui sont contradictoires. C'est l'intégrité territoriale. On voit bien que dès que l'on remet un peu en cause l'intégrité territoriale, ça débouche sur un conflit. Et l'autre, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on parlait des guerres à l'intérieur d'un État. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de conquête. Plus personne ne veut se lancer à la conquête d'un autre territoire. Les guerres sont avant tout des guerres de sécession. Lorsqu'une population ne veut plus vivre avec l'autre. Très souvent, on met en avant des questions nationales. C'est le cas, par exemple, en Tchétchénie, où là, il y a vraiment un facteur national important. C'était le cas aussi au Kosovo, où il y avait un facteur national entre les Kosovars et les Serbes. Mais très souvent, ce facteur national cache la volonté de ne plus partager les richesses avec les autres. Et il y a un égoïsme économique qui sert souvent de facteur déclencheur et ensuite de paravent à des revendications différentes. Mais alors, est-ce que dans les faits, plus tard, ces États sont réellement plus prospères? Non. Non. On regarde tous les exemples. Si vous prenez le cas, par exemple, en quoi l'Union soviétique a été dissoute? Alors, il y avait des grands spécialistes du monde soviétique qui avaient dit les républiques d'Asie centrale ne voudront plus subir le joug du monde slave. En fait, ça a été l'inverse.
C'était les 3 républiques slaves, les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, qui disaient « on ne veut plus payer pour les autres sont des pauvres et on doit… » En fait, Moscou était un colonisateur qui payait pour les colonies, que ce soit en Europe de l'Est ou en Asie centrale ou dans le Caucase. Et donc, les républiques slaves n'ont plus voulu payer pour les autres. Ils ont déclaré la fin de l'Union soviétique, Kiev, Moscou et Minsk, pour n'avoir plus à payer pour les autres. Résultat des courses, c'est que le PNB russe aujourd'hui est moitié de ce qu'était le PNB russe, non pas le PNB soviétique, mais à géographie égale par rapport à la Russie. L'Ukraine est un pays dans lequel il n'y a plus que quelques heures d'électricité par jour. Quant à la Biélorussie, elle a à peu près tout abandonné. Donc très souvent, la volonté d'être indépendant et de penser que sans les autres, on s'en sortira mieux, ça a marché pour Singapour. Singapour, sans la Malaisie, s'en sort mieux. Mais la Malaisie marche aussi très bien maintenant, d'ailleurs. Finalement, c'est tout l'inverse. C'est les inégalités qui s'aggravent. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et puis, surtout, c'est que les circuits économiques étaient faits de circulation entre ces différentes parties du monde. Et que très souvent, le pouvoir qui s'établit après la sécession n'est pas le pouvoir le plus rationnel possible, fait jouer un peu la fibre nationaliste, et donc cela a des effets négatifs. Et très souvent, à l'inverse, eh bien, au bout du compte, ces pays sont plus pauvres lorsqu'ils sont fait sécession qu'ils ne l'étaient auparavant. Alors vous parlez aussi du cas, par exemple, de la Corée du Sud qui est particulièrement riche et qui ne veut pas de la réunification là avec la Corée du Nord qui est plutôt pauvre, et ça aurait des conséquences économiques assez graves. Ça, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, et c'est le même phénomène, c'est que l'objectif éventuel et officiel de la Corée du Sud, c'est de se réunifier avec la Corée du Nord. C'est un peu comme l'était l'Allemagne auparavant, divisée suite à la guerre froide, sauf que l'Allemagne s'est réunifiée, la Corée ne l'a pas fait encore. Mais personne n'en veut. Les dirigeants nord-coréens, non, parce qu'ils perdraient le pouvoir, et ce n'est pas le but de dirigeants de le perdre, surtout dans un pays comme la Corée du Nord. Et surtout, les Sud-Coréens n'en veulent pas, parce qu'ils se disent, on voit ce qu'a coûté la réunification allemande, où il y avait pourtant en Allemagne 4 riches pour un pauvre, 4 Allemands de l'Ouest pour un Allemand de l'Est. Nous sommes 2 pour 1. Il y a 2 Sud-Coréens pour un Nord-Coréen. En Allemagne, les riches étaient 2 fois plus riches que les pauvres. Le PNB par habitant en Allemagne de l'Ouest était le double que celui en Allemagne de l'Est. En Corée, c'est quoi? 1 à 100, 1 à 20. Et puis surtout, l'Europe a payé la réunification. L'Europe n'ira pas payer la réunification coréenne. Donc les Sud-Coréens, par une sorte de paradoxe que j'ai tenté de décrire dans un livre que vous n'avez pas cité, qui était le guide du savoir nuire à l'usage des dictateurs, guide du savoir nuire à l'usage des dictateurs. C'est pas, mais là, c'est pas pour les clients habituels de l'IRIS, hein, c'est pas pour les ministères. En fait, les Sud-Coréens essayent de conforter le pouvoir nord-coréen. Que craint le Japon, les États-Unis, c'est que la Corée du Nord s'effondre totalement et qu'il y ait une réunification qui soit coûteuse. Et donc, le grand paradoxe, on a vu Madeleine Albright venir en Corée du Nord, on essaie de colmater les brèches pour que ce pouvoir dictatorial, le moins qu'on puisse dire, qui a conduit le pays à la ruine, dans lequel on a la famine, dans lequel on a vu des scènes d'anthropophagie, eh bien, se maintienne le plus longtemps possible parce que la chute laisserait en héritage cela à la Corée du Sud. Alors cette prolifération des États, parce qu'on a signalé le cas de l'ex-Yougoslavie, mais il y en a d'autres, quel risque aujourd'hui sur l'ordre mondial? Parce que tous ces États, sur la carte, effectivement, ils existent, mais dans les faits, ils n'ont pas vraiment les moyens de se défendre, ils n'existent quasiment pas. Quel risque ça comporte? Effectivement, on voit bien qu'il y a des pays qui n'ont le nom d'État que le nom. Tuvalu, 8000 habitants, Nauru, 9000. Tout ceci n'est quand même pas très sérieux. J'espère qu'il n'y a pas de représentants de ces pays dans la salle. Enfin, je pourrais assumer mes propos. Donc ça précède 1999. Donc il y a des pays qui n'ont pas les moyens de la souveraineté, qui n'ont pas les moyens d'exercer les fonctions d'un État. Les fonctions d'un État, c'est exercer un gouvernement, contrôler le territoire et contrôler la population sur un territoire. Ces petits pays n'ont pas les moyens de cela. On peut dire que effectivement, certains issus de sécession, l'Ukraine, 50 millions d'habitants, ça a du sens, mais d'autres non. Et donc le risque, c'est qu'on avait 50 États après 1945. La décolonisation fait qu'il y en a eu 180 à la fin des années 80. On en est maintenant à presque 200. Jusqu'où peut-on aller? On a le phénomène inverse. Au XIXe siècle, il y avait plutôt des unifications. La conquête coloniale a fait que le nombre d'États a plutôt diminué. En Europe, le nombre d'États a diminué du fait de l'unification italienne et allemande. Là, il y a l'unification allemande qui a été faite, mais en Italie, on voit que l'endroit même, d'ailleurs, d'où est née l'unification
dans l'Italie du Nord, eh bien, les gens ne veulent plus payer d'impôts pour l'Italie du Sud et demandent, c'est le mouvement d'Umberto Bossi, la Padanie, demande à ne plus être dans le même état que l'Italie du Nord. Donc, on voit très bien que si le monde devait demain comporter 300 États, il serait beaucoup plus difficilement gérable. Certains peuvent être viables, mais c'est surtout le phénomène. Et moi, je pense que là, il y a une véritable prolifération. On parle souvent de la prolifération des armes nucléaires. Personnellement, et là, je me sépare un peu du mouvement général et de mes collègues, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il y a 8 États qui, d'une façon ou d'une autre, ont l'arme nucléaire. C'est les mêmes depuis 20 ans. Donc, il y a bien sûr des États qui ont l'arme nucléaire, mais il n'y a pas une prolifération ayant un sens un peu incontrôlé, phénomène qu'on ne maîtrise plus. Par contre, la création d'États, oui, ça c'est une prolifération, parce qu'on ne maîtrise plus cela. Il peut se créer demain des États dans de nombreux endroits de la Russie. Il y a des États de fait en Afrique, où il n'y a plus de contrôle de certains. La Sierra Leone est déjà divisée, de facto le Somalie et d'autres encore. Et donc là, c'est un peu un retour en arrière, parce qu'on circule moins librement aujourd'hui. Si vous êtes européen, vous circulez moins librement dans certaines zones à l'heure de la mondialisation que vous ne le faisiez au siècle dernier, parce que tout simplement votre sécurité physique est moins bien assurée. Ce sont des poudrières la plupart du temps, ces États, pour certains. Ce sont surtout des zones de trafic. Ce sont des zones de trafic où le but n'est même pas de gagner. Il y a des guérillas dont le but n'est pas de gagner le pouvoir central, qu'elles seraient incapables de gérer et dont elles savent bien, c'est de gérer un territoire où il y a des diamants, du pétrole, pour pouvoir faire du trafic. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme dans certains quartiers sont devenus des zones de non-droit parce qu'on se livre à des trafics, ben là c'est la même chose au niveau international. Est-ce qu'il y a des États ou des pays dans les années à venir où on peut s'inquiéter de cette éventuelle prolifération des États? La liste est nombreuse. Est-ce que la Russie, qui a 89 entités administratives, restera unie? Et est-ce que la Russie ne subira pas le sort qu'elle a fait subir à l'Union soviétique? En se séparant, il y a des régions riches de la Russie qui ne veulent plus payer pour d'autres. Et même Poutine, l'un des buts de Poutine est manifestement de rétablir l'ordre dans ces 89 unités pour ne pas avoir de sécession. La Géorgie, qui est un petit pays du Caucase, est séparée de fait entre plusieurs ceux-là. Même en Europe occidentale, bien établie, les Basques, les Catalans veulent plus d'autonomie. Il y a un mouvement en Savoie. Les Wallons et les Flamands ne veulent plus vraiment vivre ensemble, donc nous ne sommes pas à l'abri de cela. L'Afrique est couverte de zones dans lesquelles il y a, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'idéologie et qui ont tout à voir avec l'économie de guerre et la capture d'une rente diamantifère, pétrolifère, on contrôle le territoire pour pouvoir faire cela. Et même un pays qui peut paraître monolithique, comme la Chine, on dit 1,2 milliard d'habitants, ils sont tous ensemble. Là encore, ce n'est pas tellement un phénomène ethnique, parce que l'ethnie majoritaire l'est à 95%, même s'il y a des problèmes bien sûr au Tibet et dans la zone à l'est, les Ouïghours, une zone où il y a beaucoup plus de musulmans. Mais le problème de la Chine, c'est que demain, Shanghai, parce qu'en fait on dit la Chine, on a toujours le sentiment d'une Chine maoïste, monolithique, où tout le monde est habillé pareil et tout le monde pense la même chose. Mais non, aujourd'hui, il y a toujours le vieux vélo et à côté, il y a la Ferrari. C'est même pas l'automobile. Donc il y a qui se côtoient une Chine extrêmement riche et une autre qui est toujours au XVIIIe siècle. Ces deux Chines ne pourront peut-être pas vivre ensemble très longtemps. Alors vous parliez de l'Afrique, on va parler de l'Afrique maintenant, parce qu'il faut qu'on avance sur les différents thèmes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que c'est quand même la zone la plus instable de la planète, quand on voit les massacres, les génocides, les conflits ethniques? On n'y est sans doute pas pour rien. Quand je dis on, c'est l'Occident évidemment, qui a quasiment abandonné ce continent aujourd'hui. Alors, la stabilité africaine, c'est dans la guerre, dans la corruption, dans les conflits. Et ce phénomène n'est pas naturel parce que en 1960, il y a le grand démographe René Dumont qui écrit un livre disant « L'Afrique est mal partie ». Depuis, les choses se sont empirées. Lorsque René Dumont écrit ce livre en 1960, le PNB par habitant du Ghana est le même que celui de la Corée du Sud, $200 par habitant. Et bien sûr, on dit le Ghana s'en sortira mieux parce qu'il y a des richesses naturelles, parce qu'il n'est pas entravé par le confucianisme, parce qu'il n'a pas une menace géopolitique comme la Corée du Sud. Résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, le PNB par habitant de la Corée du Sud est 37 fois supérieur à celui du Ghana. Et encore, le Ghana est un pays
qui s'en sort pas trop mal par rapport à d'autres. C'est pas le Libéria, ce n'est pas la Sierra Leone. Donc effectivement, l'Afrique, quelle est la grande différence? Et ça rejoint votre question précédente. Qu'est-ce qui différencie? Alors, est-ce qu'on est responsable? Oui, bien sûr, mais je crois que d'une part, il ne faut pas se couvrir la tête de cendre tous les jours. Ça fait quand même maintenant 40 ans que les indépendances ont eu lieu. Il peut y avoir des liens incestueux, il a pu y avoir de la corruption, etc. Mais même dans l'intérêt même des Africains, s'ils se contentent de dire que c'est la faute des anciens colonisateurs, ce n'est pas comme ça qu'ils auront leurs problèmes. Parce que le fait qu'ils aient été colonisés ne changera pas dans 2 siècles. Donc ils ont le choix de continuer à se plaindre de cela ou prendre en charge. L'Indonésie a été colonisée, la Corée du Sud a été colonisée, la Chine a été colonisée, ils s'en sont sortis. Non, je crois que la grande différence entre les pays africains et les pays asiatiques, si on reprend la comparaison initiale, c'est que dans un cas, il y a eu un État qui a fait son boulot. C'est que l'État a donné un cadre dans lequel l'entreprise, dans lequel l'identité nationale a pu s'exercer et dans lequel un système éducatif de base a été fait. Il est de bon ton de critiquer l'État. Il peut être parfois trop présent. Quand il est inexistant, on voit le résultat. Et donc, la différence entre le succès asiatique, qu'il s'agisse du Japon, de tous ces pays, et l'échec africain, c'est que dans un cas, l'État, qu'on appelle l'État développeur, a joué son rôle de, non pas d'intervenir à la place des acteurs économiques, mais de mettre en place les structures qui permettent à ces acteurs d'agir. Et dans l'autre, l'État-nation ne s'est pas développé. La filiation, l'accès au pouvoir s'est plutôt fait sur une base ethnique, donc qui a empêché l'émergence d'un État-nation. Et donc on a la situation que l'on voit à l'échelle de l'Afrique. Il faut quand même savoir, et là le colonisme n'y est pour rien, c'est que l'Afrique faisait 3% du PNB mondial en 1960, elle est maintenant à 1,7%. Donc il y a une chute par rapport à 1960. On voit quand même la différence entre l'Asie et l'Afrique. L'Asie, on est prêt à les aider s'il y a des conflits, s'il y a quelque chose. En Afrique, on ne fait plus rien aujourd'hui, on ne voit plus d'aide quasiment. Alors écoutez, non, parce qu'en fait l'Asie s'est développée sans notre aide. Le Japon, s'il se passait quelque chose aujourd'hui, je veux dire, on interviendrait, on pourrait aller aider. J'en suis pas certain. S'il y avait un affrontement grave entre les deux Corées, est-ce que les pays européens iraient? Ce n'est pas certain. Mais effectivement, vous avez raison de dire que la grande crainte que l'on peut nourrir pour l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas une sorte de néocolonialisme, c'est plutôt un abandon. Ouais. Parce qu'il y a une fatigue, il faut bien le dire, une fatigue de l'Afrique en France. Pourquoi? J'étais au Mali la semaine dernière, j'ai vu des personnalités politiques, je leur ai parlé, n'étant pas responsable officiel, l'avantage c'est que je peux dire des choses que l'ambassadeur ne pourrait pas se permettre de dire. Je leur dis, attention, il faut bien voir que vous plaignez que la France s'occupe moins de vous, etc., mais ça pourrait être pire. C'est que, j'étais au Mali, qui est plutôt un pays sain, bien géré, dans lequel il y a un État réel et pacifique. C'est que, dans la mesure où, pour beaucoup de Français, l'Afrique veut dire un peu tonneau des Danaïdes, une aide économique, les Français sont plutôt généreux, ils le prouvent au quotidien. Ils sont prêts à se mobiliser pour des grandes causes. Ils sont peut-être moins prêts à ce que leur argent serve à aider Mobutu à faire grossir son compte en Suisse, comme c'était le cas. Et donc, il y a eu tellement de cas de corruption, d'excès, que l'opinion publique française est parfois un peu lasse. Et donc, la façon de renouer le dialogue, c'est de mettre des projets réels de développement, des projets qui soient contrôlés, qui puissent servir au quotidien, et pas qui servent à ce qu'on appelle financer des éléphants blancs. Bien sûr, les pays africains se plaignent que la part de l'État consacré à l'aide au développement est diminuée. On est passé effectivement de 0,6% du PNB à 0,37% maintenant. Mais très franchement, si c'est pour, enfin là je dis ça dans un ancien lieu religieux, mais si c'est pour construire la basilique de Yamoussoukro, je ne vois pas en quoi cela sert au développement au quotidien. Si c'est pour faire un puits, etc. Ce que je constate également sur le terrain, c'est que cette aide de l'État est relayée par des volontaires, par les collectivités locales. La ville d'Angers, par exemple, qui n'est pas très loin d'ici, a une maison à Bamako, etc. Et que ça, c'est des projets qui sont concrets. Les aides à la Russie sont inférieures par rapport à ce qu'on donne à l'Afrique? Les aides à la Russie sont nettement supérieures et la Russie a réussi le plus gros hold-up du siècle sans que personne ne s'en émeuve lorsque 5 milliards de dollars prêtés par le FMI ont disparu. Enfin, ils ont disparu.
J'imagine qu'ils n'ont pas tout à fait disparu, mais en tous les cas, on ne les retrouve plus. On ne peut pas dire que ça soit mieux géré, qu'il n'y ait pas de corruption non plus en Russie par rapport à l'Afrique. Ah, elle est plus forte. 40% de l'économie russe est tenue de façon grise par la mafia, etc. Mais on continue. La Russie est dans le cas très spécial où plus vous êtes débiteur, plus on fait attention à vous. Donc c'est une situation d'ailleurs que les uns et les autres on peut connaître assez facilement. Si vous êtes faiblement endetté, eh bien vous avez peur de votre banquier, mais si vous êtes lourdement endetté, c'est lui qui a peur de vous. Et donc par rapport à la Russie, eh bien on est dans le cas où la Russie ne craint rien parce qu'elle a une très grosse dette à l'égard du monde occidental et que c'est le monde occidental qui est prisonnier de la Russie. On a plus peur de la Russie aussi peut-être que de l'Afrique. Oui, parce qu'en plus, elle a quelques armes nucléaires. Mais en fait, là, pendant des années, on a eu peur de la puissance soviétique. Maintenant, on a peur de la faiblesse russe. Et on se dit, avant, on avait peur que les armes soviétiques nous tombent dessus. Maintenant, on a peur qu'elles tombent en poussière ou qu'elles se baladent de façon non contrôlée. Et le pouvoir russe joue de façon assez intelligente sur cette faiblesse-là, en disant, attention, on vous veut pas de mal, on est très démocratique, mais si vous nous aidez pas, il y aura des migrations qu'on ne pourra pas contrôler, le terrorisme tchétchène sera exporté, et nos armes nucléaires vont se balader un peu partout, et finalement vous allez les recevoir. Donc, s'il vous plaît, dans votre propre intérêt, prêtez-nous de l'argent. Est-ce que dans le cas de l'Afrique, c'est la France, compte tenu de ses relations historiques avec ce continent, qui doit aujourd'hui pousser les Européens à s'engager un peu plus? Oui, je crois qu'il y a, d'une part, si vous voulez, il ne faut pas désespérer de l'Afrique, parce que la situation africaine est, comme toutes les situations, très contrastée. Vous avez d'un côté, effectivement, des pays dont on peut désespérer, comme le Sierra Leone, avec, on a vu des choses horribles, des mutilations d'enfants, faites uniquement pour faire peur, et tout ça pour contrôler des diamants. Et puis, un pays comme le Sénégal, par exemple, où il y a une alternance démocratique, où le pouvoir en place, qui était en plus un pouvoir en place depuis l'indépendance, le Parti socialiste sénégalais, eh bien, c'est un président libéral, le président Ouad, qui a été élu, ça n'a pas posé de problème. Et il faut le saluer, il faut voir les bonnes nouvelles. Le Mali, par exemple, est un pays qui essaie d'avoir un rôle stabilisateur par rapport aux pays voisins et qui a de réels projets de développement. Le président élu, le président Konaré, a fait 2 mandats, il ne se représentera pas aux prochaines élections. Donc il y a également des pays. Et le devoir de la France, c'est à la fois un devoir, et puis soyons clairs, c'est également l'intérêt de la France. Nous avons en Afrique une influence que nous n'avons pas autre part. Il faut quand même en être conscient. Le devoir de la France et l'intérêt de la France, c'est d'intéresser les autres pays européens à l'Afrique. Parce que il y a 2 façons de voir les choses. Soit on peut se dire, voilà, l'Afrique, c'est une sorte de continent perdu, trou noir géopolitique, on les laisse à leur guerre civile, ils ont à l'épidémie de sida et au non-développement. Et puis, voilà. Et on s'en occupe plus. Mais est-ce qu'à l'heure de la mondialisation, on peut penser qu'il y a un continent entier dont on peut ne pas se préoccuper sans qu'un jour ou l'autre, ça n'ait pas des répercussions directes? Donc au-delà de ce que l'on peut faire les uns les autres par simple générosité, l'intérêt conduit à stabiliser l'Afrique. Mais stabiliser l'Afrique, aider l'Afrique, ne veut pas dire donner des crédits à fonds perdus, et je dirais avoir une approche purement comptable. Rien ne serait pire que de dire, oula, on a fait de nouveau 0,7% du PNB en aide publique au développement, et donc on en est quitte. Non, il faut voir comment concrètement l'argent est utilisé et quels sont les pays qui sont aidés en fonction de quels critères. Et là, je crois que tous les Français seront prêts à le faire. C'est dans notre intérêt. Vous parliez tout à l'heure de l'aide. Les immigrés maliens qui sont présents en France envoient 2 fois plus d'argent sur place que la France ne donne. L'aide financière française au Mali, c'est 340 millions de francs par an. Les flux financiers officiels, et donc effectivement on peut penser qu'ils sont supérieurs, des immigrés maliens en France, c'est 600 millions. Cet argent-là sert à faire plein de choses. Et donc là, eh bien, c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à voir des écoles se construire, des routes être mises en place, parce que c'est comme cela, d'une part, ça nous ouvre des marchés, d'autre part, ça fait baisser les tensions frontalières, enfin les tensions migratoires. Pardon. Comme des réticences des Européens à intervenir hors des zones
propre de l'OTAN. On ne verra jamais l'Occident intervenir sur un conflit, par exemple, en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, les limites de l'ingérence de l'Europe ou de l'Occident en général dans des conflits, c'est en gros les frontières de l'Europe? Non, je ne crois pas. On peut très bien voir le cas où les Britanniques sont intervenus en Sierra Leone pour mettre fin à la reprise du pouvoir par des génocidaires au Sierra Leone. La France n'est pas intervenue au Côte d'Ivoire parce que là, ça aurait été pour conforter un gouvernement. Et on peut très bien, et la France s'y emploie, la France essaie de faire une aide militaire qui soit plus multilatérale et pas seulement bilatérale. C'est d'ailleurs, ça a bien des avantages. Il n'était pas normal que la France soit intervenue seule au Rwanda pour stopper le génocide. Les pays européens auraient dû venir avec nous. Ça aurait prêté moins à confusion. On peut très bien imaginer que demain, s'il y avait un conflit qui se développe, une force européenne, et notamment la force qui se met en place après l'élection d'Helsinki, viennent, et ça serait tout à fait possible et à sa mesure, pour mettre fin à une situation qui ne soit pas supportable, soit d'un point de vue géopolitique, soit d'un point de vue moral. Je parlais de l'ingérence, je voudrais qu'on en dise quelques mots, notamment par rapport au conflit en Tchétchénie. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas intervenu là-bas? Quelles sont les vraies raisons, finalement? Les vraies raisons, elles sont simples. C'est qu'on a beaucoup dit qu'on intervenait en Yougoslavie au nom de la morale. La morale, elle a bon don. Bien sûr, Milosevic était coupable. Mais si vous prenez deux événements identiques, dans les deux cas, un peuple musulman qui veut son indépendance par rapport à un centre politique qui est, lui, orthodoxe, au sens religieux du terme, qui commence à exprimer cette revendication, qui n'est pas satisfaite par le pouvoir central. Il s'ensuit un conflit. Un conflit qui, comme tout conflit, il y a le cycle action-répression. La répression durcit le ton, les gens prennent les armes, durcissent leur combat, ce qui vient durcir la répression. Vous avez exactement le même cas de figure au Kosovo, en Tchétchénie. Dans un cas, on a bombardé Belgrade avec des bombes, dans l'autre, on a bombardé Moscou avec des crédits. Pourquoi cette différence d'attitude par rapport à deux événements dans leur philosophie identique? C'est que la Russie a des armes nucléaires, est un grand pays, et qu'elle est fortement débitrice. Et que donc, disons-le tel quel, la Yougoslavie était coupable, mais elle était surtout faible. Et que, en l'occurrence, on a plutôt puni un faible qu'un pays coupable. Si vous appliquez ce raisonnement sur la scène intérieure, ça veut dire que si vous volez un bœuf, vous n'aurez rien. Si vous volez un œuf, vous irez en prison. Donc on ne peut pas parler de morale ou de justice internationale lorsque la punition dépend non pas de l'ampleur du crime, mais de la puissance du criminel. Ça a été le cas pour la Russie. Et très nettement, très franchement, ce que font les Russes en Tchétchénie est bien pire que ce qu'ont fait les Serbes au Kosovo. Sur l'ingérence, est-ce qu'il faut définir aujourd'hui des règles? Est-ce que c'est totalement utopique d'y penser? Qui peut définir ces règles? Est-ce que tout le monde pourrait les appliquer uniformément? Ça, c'est une question essentielle. C'est que, quand vous parlez de règles, le problème, c'est que les règles sont souvent définies par ceux qui veulent les appliquer. Et est-ce que l'on pourrait envisager, par exemple, le cas d'un pays dans lequel un fils de famille, dont le père était ancien dirigeant, qui était dans les services secrets, se présente aux élections, et puis il y a des votes qui ne sont pas pris en compte, etc. Enfin, il gagne grâce à une province dont son frère est le gouverneur. Si ça se passe au Zimbabwe, ça nous rappelle quelque chose. Et bien tout de suite, on va dire, non, enfin vraiment, ces Africains, ils ne sont pas sérieux, on va envoyer des observateurs. On n'a pas envoyé l'observateur de l'OSCE ou de quiconque pour surveiller les élections américaines. Est-ce que l'on peut envisager, par exemple, que tout d'un coup, je plaisante, Kadhafi se dise la situation sanitaire dans le Bronx est vraiment insupportable. Je vais donc envoyer des médecins, ou que Castro se dise je vais envoyer des médecins dans le Bronx parce que cette population est laissée à l'abandon et donc il faut la guérir. Et puis comme c'est une région qui n'est pas sûre, il y a beaucoup de criminalité, je vais l'accompagner de soldats pour assurer la sécurité des médecins. Vous voyez par cet exemple qui est une galéjade, c'est que l'ingérence est toujours dans un sens. Elle est quand même toujours des pays puissants envers les autres pays. Et c'est ça que reprochent les pays du Sud à l'ingérence. Que reprochent les pays africains, que reprochent mais également des grands pays démocratiques comme l'Inde, comme le Brésil. L'ingérence n'est pas seulement condamnée par les dictateurs, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Il y a des grands pays démocratiques qui ont peur que, sous couvert d'ingérence,
eh bien, on vienne se mêler de leurs affaires. Et ces pays se disent, nous, on a mis des années à conquérir la souveraineté, souvent contre vous. Et par le biais de l'humanitaire, vous venez de nouveau, c'est un retour finalement, Jules Ferry, lorsqu'il a lancé l'épopée coloniale, c'était là aussi pour apporter la civilisation et le bien-être. Donc c'est vécu de façon très différente selon que l'on soit dans les pays occidentaux et dans les pays du tiers-monde, y compris dans les pays démocratiques du tiers-monde. Et ce qui est curieux, c'est de voir le renversement des facteurs. Pour une grande partie de l'opinion, il y a 20 ans, l'ingérence était plutôt à droite et la non-ingérence plutôt à gauche. Maintenant, il y a une sorte de renversement des perspectives. L'ingérence, c'est plutôt à la mode et la non-ingérence devient de l'indifférence à la situation des autres. Je crois que dans les deux cas, c'est beaucoup plus compliqué et qu'en tous les cas, il faut être conscient que le problème avec le monde, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et que le monde, dans le monde, il n'y a que 60 millions de Français. Et que les autres, qui sont 6 milliards, peuvent également avoir leur mot à dire. On va avancer sur... je voudrais qu'on vienne sur cette notion de puissance que vous développez beaucoup, qui est très, très intéressante parce qu'elle a beaucoup évolué. Et on parlait tout à l'heure de la prolifération des États, et vous dites que c'est finalement une illustration de la modification dans la composition des ingrédients qui font aujourd'hui qu'on est une puissance, qu'on n'en est pas une. En quoi est-ce que ça... on parlait du PNB tout à l'heure, la prospérité économique. Le PNB est aujourd'hui plus un exemple, une illustration d'une puissance que... Alors, il l'a toujours été parce que finalement, bon, à la fois les critères de puissance évoluent effectivement, et il y a des grands paramètres qui demeurent. Au départ, le principal critère de puissance, c'était le critère militaire, pour la bonne et simple raison que sans défense, vous étiez conquis par l'autre. Que donc, il y avait plutôt intérêt à être protégé si on le voulait exister. Et puis l'autre critère important, c'était la population, tout simplement parce que votre force militaire dépendait du nombre de soldats. Et le territoire. Et du nombre de soldats dépendait du nombre d'hommes que vous aviez. Napoléon III disait, la puissance d'une nation se compte au nombre de poitrines que l'on met derrière des baïonnettes. Donc effectivement, et si la France était le premier pays en Europe, et donc au monde de son point de vue, sous Louis XIV, c'est qu'elle faisait la moitié de la population européenne. À l'époque, on excluait la Russie de l'Europe. Maintenant, ça s'est beaucoup plus diversifié. Hubert Védrine, l'actuel ministre des Affaires étrangères, a une formule disant « CNN, combien de divisions ?» Il reprend la formule de Staline à propos du pape. Staline disait « le pape, combien de divisions ?» pour dire « mais le pape n'a pas d'armée, donc il n'a pas de puissance ». Il devrait voir aujourd'hui que, même sans armée, le pape a une certaine influence, il n'a pas une puissance certaine. Et que les facteurs idéologiques, culturels, ce que l'on appelle, chez les spécialistes de relations internationales, le soft power, le pouvoir doux, plus la faculté de convaincre que d'imposer. Certains disent qu'aujourd'hui, c'était à l'époque de la splendeur japonaise, qui n'est plus maintenant, qu'aujourd'hui le Japon ne bombarderait plus Pearl Harbor, il se contenterait de l'acheter. Que donc, le fait de convaincre les autres, j'ai deux solutions, soit j'envoie une armée chez vous pour vous obliger à m'obéir, soit j'arrive à vous convaincre en envoyant des émissions de télévision et des films que vos intérêts et les miens sont les mêmes. Mais comme c'est moi qui les définis, vous avez quand même intérêt à être d'accord avec moi. Eh bien, c'est une façon beaucoup plus douce, moins coûteuse, parce qu'en plus, vous faites des bénéfices là-dessus, et d'imposer son influence. Et donc, aujourd'hui, la puissance, elle est très difficile à définir parce qu'elle est faite d'un tas de facteurs. C'est un peu comme le CAC 40. Le CAC 40 ou le Nikkei, c'est l'ensemble des sociétés cotées en bourse qui ont une moyenne, et tout ça vous fait la richesse. Alors, on ne peut pas dire que la puissance militaire, c'est 8% de l'indice, la puissance culturelle, 12%, mais tous ces facteurs, la technologie, l'image d'un pays, elle compte énormément dans le regard des autres. Tous ces facteurs, donc, se sont extrêmement diversifiés. Il n'y a plus un facteur principal ou unique. Les facteurs dépendent les uns des autres, la culture, la technologie, l'éducation. Et en fait, eh bien, l'image d'un État dépend de cela, et la puissance aujourd'hui, c'est tout ça en même temps. Et en fait, la force, elle dépend du maillon le plus faible. Si vous avez une très forte puissance militaire et une économie en lambeaux, vous avez l'Union soviétique. La Russie n'est donc plus une puissance. Elle n'est plus la grande puissance mondiale qu'elle était. Elle est toujours une puissance, mais elle n'est plus la puissance mondiale, à l'échelle mondiale qu'elle était. Dans quoi elle est une puissance encore, la Russie? Parce qu'elle a un nucléaire, mais attends ça. Elle est avant tout un pouvoir de nuisance. C'est qu'elle est une puissance dans le sens où elle peut faire peur aux autres. Et puis, néanmoins, on lui demande encore son avis sur certains points.
Mais même lorsqu'on parle de la puissance américaine, par exemple, je crois que ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne peut imposer son point de vue aux autres. On a toujours ce débat, est-ce que le monde est unipolaire avec les États-Unis qui dirigent le monde, ou est-ce qu'il est multipolaire? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu décevant, enfin on va dire que je fais une réponse de normand, ce que je ne devrais pas faire ici, et je ne suis pas normand par ailleurs, mais c'est vrai parce que le monde n'est pas multipolaire dans la mesure où il n'y a pas de puissance qui puisse aujourd'hui égaler la puissance américaine. Mais il n'est pas pour autant unipolaire, parce que si le monde était unipolaire, Castro ne serait plus au pouvoir, on aurait tous accepté les conditions américaines sur la Convention de La Haye sur le climat, il n'y aurait pas une résistance des pays européens pour les négociations commerciales. Donc en fait, on voit que les Américains d'ailleurs réussissent lorsqu'ils font une coalition avant et qu'ils arrivent à convaincre les autres. Dès qu'ils veulent imposer leur puissance, eh bien, ils font plutôt faire un front commun contre eux, ils n'y arrivent pas. On reviendra justement là-dessus tout à l'heure. Est-ce que l'Europe, aujourd'hui, dispose de tous les éléments d'une puissance, même si vous avez dit que c'était très difficile d'établir une liste? Est-ce qu'elle a tout, aujourd'hui, pour être une vraie? Tout sauf un. Elle a effectivement, si l'on résume en 4 grandes catégories génériques, les critères de puissance. Puissance économique, l'Europe, à n'en pas douter, en est une, c'est le plus grand marché unique intégré, elle a un PNB global, les 15 membres de l'Union européenne sont globalement plus puissants économiquement que les États-Unis. Technologiquement, elle a beaucoup de titres à faire valoir. On se plaint toujours, quand j'entends qu'on se plaint du retard technologique européen, sur Internet, c'est vrai à 3 mois près. Les chiffres d'utilisateurs d'Internet sont à 3 mois près, donc c'est vraiment pas du tout cela. Et dans d'autres secteurs, nucléaire, espace, TGV, etc., on voit bien que, culturellement, on n'a peut-être pas Hollywood, mais enfin, l'Europe quand même tient son rang. Le seul critère qui manque, et la monnaie, bien sûr, que l'on peut rattacher aux critères économiques, puissance monétaire, le seul critère qui manque, lorsque l'on compare États-Unis-Europe, si l'on faisait ce match, le seul critère qui manque à l'Europe, c'est l'autonomie stratégique, la puissance militaire indépendante. Et c'est en cela que, eh bien, elle est un peu mineure par rapport aux États-Unis, mais c'est le seul critère qui lui manque. Heureusement, les gouvernements européens ont, suite à la guerre du Kosovo, pris la décision de pallier à cela. Iront-ils jusqu'au bout? Je crois que c'est bien parti pour la première fois et qu'on a plus avancé en 2 ans qu'en 50 ans et qu'en 2003, il y aura une force de 60 000 hommes en permanence et donc de 200 000 hommes en gros, qui, disons que, pour parler clair, d'ici 2003, l'Europe devrait être en mesure de faire seule la guerre du Kosovo. Je ne dis pas qu'il faudrait faire la guerre du Kosovo, mais si cette décision devait être prise, en 2003, l'Europe pourra la faire seule. Eh bien, ça sera mieux. Donc elle a pris conscience de ce manque. Elle a pris conscience de ces limites qui sont des limites historiques. Pourquoi tout s'explique? Pourquoi l'Europe est dépendante de cela? C'est tout simplement qu'en 1945, s'il y a un lien qui existe entre les pays vainqueurs, les pays européens vainqueurs de la guerre, et les pays vaincus, c'est qu'ils sont tous détruits. Et qu'aucun, de l'Angleterre à l'Allemagne, n'a les moyens de se défendre. Et que donc, par rapport à la menace soviétique, chacun remet les clés de sa sécurité aux États-Unis, qui sont le seul pays sorti plus puissant de la guerre qu'ils n'y sont rentrés. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui pour l'ordre mondial, pour le bon ordre mondial, que l'Europe devienne vraiment une vraie puissance? Parce qu'elle n'est pas encore tout à fait, vous le disiez. Je ne voudrais pas faire de chauvinisme européen, mais je crois que c'est possible, que c'est souhaitable, et je dirais même que c'est souhaité. C'est souhaité par les autres populations. Lorsque vous allez en Chine, en Russie, en Inde, au Brésil, en Afrique, dans toutes leurs différences, les gens n'ont pas peur de l'Europe et demandent à ce que l'Europe pèse plus pour faire contrepoids aux États-Unis. Parce que les différents peuples n'aiment pas trop le monopole de la puissance. Et puis, là encore, je ne veux pas faire de chauvinisme européen, c'est souhaitable parce que ce monde multipolaire qui pourrait se faire par le jeu européen serait quand même plus équilibré que l'actuel monde dominé, si ce n'est totalement, principalement par les États-Unis. Et puis je crois qu'on n'a pas à craindre de l'Europe, on n'a pas à craindre que l'Europe, comme les Américains, essaye d'imposer leur puissance. La culture du compromis quand même chez nous. Voilà, culture du compromis, effectivement, parce que la construction européenne, c'est des concessions réciproques en permanence. On peut parfois qu'il y a trop de concessions, mais l'Europe n'est pas une France élargie, une Allemagne élargie ou une Grande-Bretagne élargie. Et le fait que ces pays sont habitués à passer en permanence des compromis entre eux, à tenir compte, si l'on veut avancer, il faut tenir compte du point de vue de l'autre.
eh bien ça crée des habitudes, et des habitudes qui sont plutôt saines, des habitudes démocratiques, alors que les Américains ont plutôt tendance à penser que ce qui est bon pour eux est bon pour tout le monde, et que dans la mesure où ils sont porteurs de valeurs universelles, il ne faut pas trop s'opposer à eux. Est-ce que les États-Unis ne vont pas justement essayer de contrecarrer ces projets de défense européenne? Bien sûr, mais ils le font déjà. Et il y a une attitude un petit peu contradictoire, pour ne pas dire schizophrénique, de la part des Américains, qui est de dire à la fois « aidez-nous un peu à porter le poids du fardeau, nous ne voulons pas payer pour votre défense », et puis en même temps, et ce n'est pas nouveau, il y avait, lorsque le président Bush père était au pouvoir, il y a eu une fuite d'un document du Pentagone qui disait que l'objectif des États-Unis était de ne pas laisser des compétiteurs apparaître. Et les deux compétiteurs étaient le Japon et l'Europe. Et donc la volonté de dire il faut quand même qu'il y ait de l'ordre dans la classe et qu'on assure notre leadership. Et je dirais en fait que les Américains sont un peu par rapport à nous comme des parents qui verraient leurs enfants adolescents prendre un peu d'autonomie. Au fond de la tête, ils s'en réjouissent, mais quelque part, ça les inquiète un petit peu. Alors, de deux choses l'une, soit l'adolescent est conséquent, il peut prouver que c'est très bien, et à nous, Européens, d'être conséquents. Parce qu'à l'inverse, on ne peut pas non plus toujours se plaindre du leadership ou de la domination américaine et de rien faire par nous-mêmes. On ne peut pas se plaindre de l'arrogance américaine et ne pas faire l'effort minimal pour avoir une autonomie stratégique. Donc les Américains sont parfois inconséquents, nous l'avons beaucoup été également. Il ne faut pas uniquement, il faut voir en face, mais si nous assumons nos responsabilités, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas le second pôle démocratique d'un monde multipolaire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on commence à savoir dire non plus aux Américains? Parce qu'ils veulent nous imposer sur les négociations commerciales, sur l'environnement. On le dit beaucoup plus facilement sur les questions économiques que sur les questions stratégiques. Et sur les questions économiques, parce qu'il y a des enjeux immédiats, effectivement, sur le GATT, il y a 20 ans, on aurait cédé en disant les Américains, c'est quand même eux qui nous protègent des Soviétiques, et donc, il faut bien que ça se paye quelque part. Et maintenant, effectivement, on a moins peur de le dire. J'avoue que je suis un petit peu déçu, et j'ai fait une erreur de pronostic. Je pensais que les Européens seraient plus fermes dans la condamnation du programme National Missile Defense, qui est une aberration. Bouclier antimissile. Bouclier antimissile, qui est une aberration stratégique qui va relancer la course aux armements sous le prétexte officiel que la Corée du Nord menace les États-Unis. Si j'explique à mon fils de 4 ans ce qu'est la Corée du Nord et ce qu'est les États-Unis, il va rigoler. Dans une cour d'école, on voit quand même bien que ce n'est pas les très grands qui vont être menacés par les tout petits. Donc c'est une aberration, mais ça marche parce que une aberration répétée plusieurs fois commence à être crue par les uns et par les autres. Et donc on va relancer la course aux armements parce que la Corée du Nord n'est pas une menace, mais que la Chine va vouloir s'armer, que voyant la Chine le faire, les Indiens vont dire attention, nous on est distancés. Bon. Et là, j'aurais espéré que les Européens soient collectivement plus fermes. Et on voit que les Anglais ont commencé à céder, que les Allemands l'ont fait aussi. Et peut-être on peut se dire, vous laissez-nous tranquilles sur le projet de défense européenne, on vous laisse tranquille sur ce projet-là. Et en tous les cas, quand même, sur le projet de défense européenne, on voit que les Européens ont résisté. L'indépendance, ça s'apprend, il y a des habitudes que l'on n'avait pas en tant qu'Européens. Qui doivent se prendre, elles commencent à se faire, mais ça prend encore du temps parce qu'on ne passe pas d'une culture de 50 ans de dépendance et de soumission à une culture de relations égalitaires. Les Américains ne sont pas habitués au dialogue égalitaire. Ils ont eu, sur la scène internationale, à dialoguer avec les Indiens, ce qui n'était pas un combat très égal, avec des Mexicains qui n'avaient pas grand-chose à dire, et puis, à la fin du XIXe siècle, sur les Philippines et Cuba avec un empire espagnol déclinant. Puis ensuite, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et ils n'ont eu que l'Union soviétique entre la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 85 qui ait pu parler avec eux sur un pied d'égalité. Il faut qu'ils s'habituent à ce que les Européens en fassent de même, mais il faut que les Européens s'habituent également à en faire de même. Est-ce qu'on peut craindre George Bush, justement, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui va assouplir sa position sur ce sujet-là? Au contraire. Écoutez, en tant qu'Européens, on peut également se féliciter de son élection parce qu'il sera plus facile pour les Européens de s'unir avec George Bush au pouvoir. C'est pas gentil pour lui, ça, si. Non, c'est pas. Ne voyez pas du tout de. Je vous suivrai pas sur le terrain sur lequel vous lancez des facultés du président américain, mais simplement que sa politique unilatérale et un peu dure va faire qu'il sera plus facile pour les Européens de dire nous ne pouvons pas admettre cela. Nous ne sommes pas des pays dépendants, nous ne sommes pas des républiques bananières, nous sommes des pays adultes et qui doivent être traités avec respect. Et la tendance peut-être un peu première
de l'administration américaine, ça sera de dire, écoutez, il y a un chef de file qui définit l'intérêt général, et puis, parce qu'en fait, les Américains, lorsqu'ils disent qu'ils consultent les Européens, ils font ce qu'on appelle les briefings, ils racontent ce qui s'est passé. Pour eux, ce sont des consultations. Les Européens commencent à refuser cela. Et cette conduite de Bush peut conduire à affaiblir même les États-Unis? Oui, parce qu'en fait, le principal danger, les Américains sont sur une pente très, très bonne. Bon, ils commencent à avoir des problèmes économiques, mais enfin, on voit bien leur succès sur tous les niveaux. À chaque triomphe, c'est la même chose. Leur plus grand ennemi, c'est eux-mêmes. À ne pas se rendre compte que d'autres pays existent, qu'il faut tenir compte de la vie de ces autres pays, eh bien, ils vont perdre ce qui fait leur force même, leur image. Si bientôt l'image des États-Unis, c'est pas, il y a une image ambivalente, il y a à la fois une admiration à un pays dynamique où les relations sociales sont décrispées, dans lequel on peut réussir sans barrière, et tout ça a un énorme pouvoir d'attractivité. Si l'on pense après que les États-Unis, c'est un pays qui veut imposer sa loi à tout le monde, au niveau international, qui est un pays où le cocktail de sécurité, c'est peine de mort et libre circulation des armes à feu, où la violence est quand même présente dans la rue, eh bien, là, l'image sera moins attractive et les États-Unis vont perdre, s'ils perdent cette image attractive, vont perdre leur puissance. Donc, si, au niveau international, en tous les cas, les États-Unis n'arrivent pas à faire des compromis, des négociations avec les autres pays, eh bien, ils ont déjà réussi à faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, de rapprocher la Russie et la Chine. Alors, il y a un peu un aspect reconstitution dissoute entre la Russie et la Chine après leur rupture de 61, mais la Russie et la Chine qui n'ont rien à voir ensemble, les Chinois méprisent souverainement les Russes et les Russes craignent les Chinois, en tous les cas se rapprochent parce qu'ils voient bien que par rapport au rouleau compresseur américain, ils ont des intérêts communs et ils ont intérêt à se rapprocher. Si les Américains continuent comme ça, l'Inde va rejoindre ce trio. Et ce qui était considéré comme impossible, vu les oppositions entre les trois pays, pourrait l'être du fait d'une arrogance et d'un unilatéralisme américain. Bien, alors question de la salle. Pour gagner du temps, vous levez la main avec un petit peu d'avance. J'espère que les organisateurs ont prévu une ou deux questions. La première déjà. Alors voilà, il y a des micros, il y a des hôtesses charmantes qui se promènent avec des micros. Ces micros vous attendent, une main se lève là-bas, et pendant ce temps, une autre main, pour gagner du temps, va se lever par ici. Et si ça ne vous dérange pas, vous vous levez. Il y a également une main qui se lève au 5e, au 4e rang. Monsieur, ça doit marcher. L'Angleterre est-elle en Europe, est-elle aux États-Unis? Simple question. Une question qui n'est pas simple en tous les cas. Elle est en Europe et son avenir est en Europe. La Grande-Bretagne a des liens historiques avec les États-Unis et pendant très longtemps, elle a pensé que la relation avec les États-Unis était à son avantage parce que au sein de l'OTAN, elle avait le rôle du cerveau et les Américains celui du muscle. Et c'est un partage qui plaisait assez aux Britanniques. Et très longtemps, en fait, les Britanniques se voyaient comme ce qu'on appelle le conducteur sur le siège arrière, celui qui vous dit d'aller prendre tel chemin, mais qui pilote, un peu comme, pour reprendre notre image, le rôle de la Grèce dans la Rome antique. C'est aussi la place du mort. Ces barbares, non, c'est devant. Ces barbares nous ont dépassés, mais nous sommes bien sûr une civilisation supérieure, un petit peu affaiblie en termes de puissance, mais notre supériorité doit continuer à les conduire. Et donc, pendant très longtemps, pourquoi les Britanniques étaient aussi liés aux Américains? Par intérêt. C'est qu'ils pensaient qu'ils pouvaient avoir, en fait, ils avaient par rapport aux Américains, par rapport à l'OTAN, le même calcul que la France vis-à-vis de l'Union européenne. Dans les deux cas, ça servait de multiplicateur de puissance. Et la Grande-Bretagne pensait que les Américains leur servaient ainsi. Maintenant, et surtout avec la nouvelle génération, cela change, et notamment les milieux économiques britanniques sont la City vote européen, parce qu'elle voit bien que leur intérêt, et les jeunes Anglais sont de plus en plus souvent en Europe, de plus en plus font des études en Europe. Et à terme, c'est cela simplement, il y a une vocation atlantiste de la Grande-Bretagne qui n'est pas complètement reniée, et il y a, enfin, la Grande-Bretagne reste un pays lié aux États-Unis, mais l'étendue et la profondeur de ses liens avec l'Europe se développent. Il y a bien un jour où ça basculera. On peut se demander si cette bascule n'est pas déjà faite. Bien sûr, lorsqu'on voit sur l'Irak, sur la NMD, il penche encore du côté américain, mais finalement, c'est parce que les Britanniques ont bougé
que le projet de défense européenne commune dont on vient de parler est devenu possible. Il était impossible sans les Britanniques, il est devenu possible parce qu'ils ont décidé d'y participer. Oui, bonsoir. Je souhaitais réagir à la question du Rwanda. Vous avez dit tout à l'heure que la France était la seule nation européenne à être intervenue pour mettre fin au génocide. Alors j'étais un petit peu surpris de cette remarque quand on sait que la France est intervenue à peu près 3 mois après le début des massacres en avril 1994 et est intervenue essentiellement dans le cadre de l'opération turquoise et finalement s'est révélée comme bouclier aux génocidaires. Alors c'était ma première question, je souhaitais que vous réagissiez là-dessus. Et puis deuxième question, suite au mea culpa et à la reconnaissance des négligences, l'ONU est intervenue. Bill Clinton a fait aussi son mea culpa à Kigali. Je souhaitais savoir, après Pardon, Bill Clinton a choisi Bill Clinton a fait un mea culpa à Kigali, assez solennel et symbolique, c'est vrai. Je voulais savoir, après la commission qui laisse et la parodie un peu de transparence que cette commission a laissée, je voulais savoir si les dirigeants en français envisageaient des démarches telles que l'ONU ou celle de Clinton, par exemple. En fait, toute la question que vous posez, c'est bien sûr un peu, on pourrait la résumer à celle du verre à moitié plein, à moitié vide. Que la France ait eu des responsabilités au Rwanda, c'est nié par personne. L'intervention au départ, c'était une intervention de l'ONU. Il y a d'abord une intervention belge, les soldats belges se sont retirés, une force de l'ONU, et c'est quand l'ONU s'est retirée ou n'a pas assuré le dispositif que le génocide a pu avoir lieu. Par rapport à ce pouvoir, on peut dire deux choses. C'est que les Français essayaient d'amener le président Habyarimana vers une solution démocratique, et c'est la mort de ce président, l'assassinat de ce président, soutenu par la France, qui a déclenché le génocide, notamment par des proches du président qui ne voulaient pas que l'on suive la voie de la négociation. Et que beaucoup de personnes se demandent si les responsables de l'assassinat du président, ceux qui ont abattu l'avion, ne sont pas le Front patriotique rwandais, donc le pouvoir Tutsi, pour se victimiser, pour pouvoir intervenir, parce que les Tutsis seuls ne peuvent pas prendre le pouvoir. Ils font 10% de la population. Ils ont pu le faire après le génocide et après l'intervention militaire. Alors, qu'il y ait eu des responsabilités françaises au Rwanda, je ne dis pas, enfin, je nie d'autant moins que moi je ne suis pas au gouvernement et que ça ne me lie pas personnellement en tant qu'analyste. Ensuite, l'opération turquoise. J'ai participé à quelques débats à ce moment-là. On peut dire effectivement, je suis d'accord avec vous, qu'elle a eu pour un effet malheureux de protéger certains génocidaires, parmi qui se réfugiaient. Mais que fallait-il faire? Ne pas intervenir du tout? Le génocide se serait poursuivi. Sélectionner les uns et les autres, par définition, les génocidaires se mêlaient aux Hutus, puisqu'ils étaient Hutus, et qu'il était difficile dans l'urgence de protéger cela. On peut être plus sévère sur le fait que la première évacuation par avion ait eu lieu avec uniquement des proches du président défunt, et que le fait que des employés Tutsis qui travaillent avec les Français n'aient pas fait partie de cela, et que là, il y a eu, au niveau diplomatique français, quelque chose de peu reluisant, dont on ne peut pas se... Mais par rapport à l'opération turquoise, on peut dire effectivement qu'elle est venue protéger les génocidaires, mais les génocidaires étaient dans la population, et une intervention aurait fait que le génocide se serait développé, aurait duré plus longtemps, et donc aurait fait plus de victimes. Ce que l'on peut surtout regretter, c'est que la communauté internationale n'ait pas réagi fortement dès le départ, parce que là, l'envoi d'un nombre limité de troupes aurait tout arrêté dès le départ. Ce que l'on peut regretter, c'est le retrait des troupes de l'ONU à ce moment-là. Donc la France est intervenue, on peut dire que du coup elle est mêlée à quelque chose qui n'est pas agréable, mais si vous poursuivez jusqu'au bout le raisonnement, ça veut dire que la prochaine fois, il ne faut pas y aller. Et donc dans ce cas-là, c'est un peu la solution du pire, parce que faute d'être soumis à un feu des critiques, eh bien le mieux c'est de se mêler de rien. Résultat, c'est l'indifférence totale. Donc je ne dis pas que tout ceci est une réussite parfaite, mais l'autre réponse, c'est l'inaction. Je ne crois pas qu'elle soit meilleure. Quant à la commission qui laisse, bon, bien sûr, là encore, on peut dire qu'elle n'a pas été jusqu'au bout, mais jusqu'au bout,
ce n'est vrai que si on attendait une mise en accusation directe, si les réponses étaient faites à l'avant. Les réponses étaient données à l'avance. Ceux qui ont participé, la plupart de ceux qui ont été auditionnés, ont considéré que c'était quelque chose qui, par rapport à la norme, était quand même très, très acceptable. Et en tous les cas, je n'ai pas eu le sentiment que le ministère français de la Défense ait considéré qu'on avait étouffé l'affaire, parce qu'il y a plutôt une récrimination inverse de la part du ministère. Plusieurs mains se lèvent. Bonsoir. Il y a une vingtaine d'années, il y a dans un roman, Jean Raspail écrivait l'arrivée de réfugiés par bateau sur la côte d'Azur, exactement comme cela s'est passé il y a quelques mois. Donc je voulais avoir votre commentaire sur l'arrivée de ces réfugiés qui sont en fait des Kurdes, donc sur le Kurdistan, et en gros plutôt le problème de l'immigration vers l'Europe en général. Merci. D'accord. Dans le guide du savoir nuire à l'usage des dictateurs, justement, je recommandais à mes lecteurs dictateurs ce type... parce que ces Kurdes, ils ne sont pas venus par hasard. C'est une façon d'attirer l'attention. Il y a déjà eu un exemple il y a 2 ans, lorsque, après le sommet de Luxembourg, les pays européens ont refusé que la Turquie puisse être candidate à l'Union européenne, notamment du fait de la situation au Kurdistan. Et puis tout d'un coup, il y a eu, là c'était en Italie, plein de Kurdes qui sont arrivés. Donc les Turcs, c'était la réponse. Vous nous accusez de ne pas gérer la situation au Kurdistan, ok. Il y a plusieurs temps, c'était Nixon qui parlait, non, Carter, pardon, parlait de la situation des droits de l'homme et des prisonniers politiques en Chine. C'était à l'époque à Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping dit, des prisonniers politiques, ok, pas de problème, vous en voulez combien de millions? Donc, si vous nous embêtez trop, on va ouvrir les vannes et vous allez avoir du nombre. Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Il y a la crainte d'une sorte de bot people se déversant massivement. Elle existe, cette crainte, elle ne correspond pas à la réalité. On utilise symboliquement cela pour essayer de faire peur, de faire pression sur les gouvernements. S'il y avait une population qui pourrait fuir en masse son pays pour se réfugier en France, c'est bien la population algérienne, qui a un espoir plus que limité sur son sol, qui parle la langue du pays et qui a une communauté d'accueil. Il n'y a pas un phénomène de bot people. Et donc, spectaculairement, on a mis en scène ces réfugiés kurdes pour attirer l'attention. Ça va se limiter à un bateau. Et ça, c'est plus de la politique spectacle. C'est plus, on est dans le symbole, plus que dans la réalité. Qu'il y ait des filières clandestines d'émigration, c'est certain. Elles sont multiples. Elles peuvent poser des problèmes parce qu'elles sont clandestines, justement. Et que tout ce qui est clandestin amène des problèmes parce que ce ne sont pas des gens honnêtes qui recourent à cela et qu'il y a des trafics de population qui viennent de l'endroit. C'est aussi d'ailleurs la rançon à la richesse européenne, c'est parce que l'Europe est extrêmement attractive. Que cela soit une menace d'une invasion, des fois on entend le terme d'invasion pacifique, que ces bot people se déversent et fassent une sorte d'invasion comme le Maroc a envahi le Sahara occidental en faisant une marche verte. Ça, je ne crois pas, et en tous les cas, ça ne s'est pas passé comme cela depuis 20 ans, même si on l'annonce depuis 20 ans. Si un peuple aurait dû le faire, c'est depuis longtemps le peuple algérien, et il ne l'a jamais fait. Allez-y, question, il y a des mains qui se lèvent, levez-vous. Qui a le micro? Alors donnez le micro, voilà. Bon, alors vous, monsieur devant, vous d'abord. Vous ensuite. Tout d'abord, merci pour votre éclairage qui nous permet de mieux comprendre le monde compliqué mais intéressant dans lequel nous vivons. Alors, j'aurais voulu maintenant avoir votre sentiment sur le problème israël-palestinien. C'est un problème que dans votre survol, évidemment, vous ne l'avez pas évoqué, il me semble quand même être extrêmement intéressant avec ce qui se passe autour dans ce Moyen-Orient. Merci. Oui, c'est effectivement, c'est l'un des dossiers les plus chauds sur l'agenda international, et surtout c'est un dossier qui ne se limite pas à cet environnement précis. C'est que, on en parlait tout à l'heure avec le sénateur Chaumont en aparté, ce que l'on peut craindre, c'est que le maintien de ce conflit, s'il n'est pas résolu, s'il y a ne serait-ce que maintien de la situation délétère, avec un nombre de morts réguliers, etc. C'est une radicalisation des opinions publiques dans les pays arabes et un développement de l'extrémisme islamique.
en disant mais vous acceptez, vous occidentaux, vous nous parlez toujours de morale et vous acceptez que des enfants soient tués à coups de fusil et vous ne réagissez pas, vous protégez les uns et pas les autres. Et donc il y a une haine qui monte. Donc les choses sont très simples, on fait toujours la paix avec son ennemi. Donc soit Sharon et Arafat passent un compromis. Pour l'instant, le problème, à mon sens, avec Israël, c'est qu'ils ont un tel sentiment d'insécurité qu'ils veulent faire la paix à leurs conditions. Il n'y a aucune paix qui se fait aux conditions d'un seul. Et les Palestiniens ont aussi leur mot à dire. Bien sûr, le drame de la Shoah a fait qu'Israël trouve refuge en Palestine et fait de sa sécurité un absolu. Mais la sécurité d'un peuple ne peut pas se faire au détriment d'un autre. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, parce que, en discutant avec les étudiants depuis malheureusement maintenant assez longtemps, il y a 15-20 ans, lorsque on parlait du conflit déjà du Proche-Orient avec des étudiants, les appréciations se répartissaient de façon équilibrée. Aujourd'hui, je suis vraiment frappé du fait que la plupart des jeunes, dans leur très grande majorité, s'accordent à dire qu'Israël porte la plus grande responsabilité dans ce qui se passe. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Il y a eu des erreurs. Je crois qu'Arafat a fait une erreur en n'acceptant pas la dernière proposition de Camp David négociée avec Barak et par Clinton. Mais cela mis à part, Israël a toujours le sentiment d'être la victime de l'histoire. C'est effectivement, par rapport à la Shoah, la victime de l'histoire. Ce n'est pas la victime de l'actualité. Et pour la majorité, je crois, de l'opinion aujourd'hui, et en tous les cas pour la majorité des jeunes, les victimes, ce sont les Palestiniens. Et ce n'est pas Israël qui a du mal quand même à se faire passer pour un État faible, vu la politique. Et donc, c'est très clair, soit Israël accepte un compromis qui soit acceptable pour les deux parties, dont les bases existaient à peu près. On parlait du droit au retour, mais évidemment, il n'y aura pas un droit au retour des Palestiniens. Imaginons que l'Algérie reconnaisse le droit au retour des Français. Quel serait le nombre de Français qui iraient aujourd'hui habiter de nouveau en Algérie? C'est pareil pour les Palestiniens en Israël. Ils iront ailleurs, mais symboliquement, ils veulent cela. Bon, enfin, en tous les cas, si on ne trouve pas... Moi, ce que je crains, et là, bon, enfin, il y a du monde, je voudrais parler off, et ne soit pas repris. Ce que je crains, c'est que le durcissement de la politique d'Israël, le maintien de cela, n'amène au développement de nouveau de l'antisémitisme dans de nombreux endroits. Parce qu'Israël passera pour un pays dur, un pays qui n'a pas de cœur et qui tire avec des fusils contre des gens qui n'ont que des pierres. Et ceci ne passera pas très longtemps dans l'opinion publique. Et donc il est, je crois, non seulement de l'intérêt de la région, mais de l'intérêt à long terme du peuple israélien de faire la paix avec son voisin. Bien, encore 2 ou 3 questions maximum. Monsieur. Bonsoir. J'aurais aimé connaître votre avis sur les théories professées par M. Samuel Huntington dans son livre « Le choc des civilisations ». Merci. Écoutez, pour reprendre les thèses d'Huntington qui ont eu un succès important, Huntington, dans un article retentissant de 93, dit « Auparavant, les guerres, c'était des guerres entre rois, entre princes, presque des duels avec des armées. C'est vrai que les armées de Louis XIV, il y a 10, 15 000, 30 000 soldats, c'est pas beaucoup. Ensuite, Révolution française oblige, c'était les guerres nationales. Toute la nation se met en armes pour défendre la patrie. Et puis, ensuite, ça a été des guerres donc, entre nations, puis des guerres entre idéologies. Communisme contre fascisme, fascisme contre libéralisme. Dit Huntington, à l'avenir, les guerres seront des guerres entre civilisations. Et il définit 8 civilisations, la civilisation occidentale, chrétienne, slave orthodoxe, Russie, Yougoslavie, musulmane, japonaise, chinoise, confucéenne, africaine, latino-américaine et indienne, et hindoue. Et, dit-il, ces 8 civilisations vont rentrer en conflit, et les prochaines guerres sont donc des guerres entre civilisations. Et le pire, c'est que la question ne sera pas d'où tu viens, mais qui tu es, parce qu'on ne change pas de civilisation. Enfin, les conversions sont rares, quoi. Et on ne naît pas communiste ou libéral, on est appartenant à tel ou tel bloc civilisationnel. Alors cette théorie a eu un succès fou parce qu'elle venait expliquer la guerre en Yougoslavie, où on disait, ben voilà, pourquoi ces gens se font la guerre. Il y a les musulmans bosniaques, il y a les slaves orthodoxes serbes et les chrétiens occidentaux croates. Le seul problème, c'est que cette théorie ne correspond pas à la réalité.
Deuxième problème, c'est qu'elle a un côté déterministe qui est très faux. Cette guerre ne correspond pas à la réalité parce que la plupart des guerres, d'une part, pour l'exemple même yougoslave, eh bien, ces gens parlent la même langue, le serbo-croate, partagent la même histoire, et donc appartiennent en grande partie à des civilisations communes. Et on les appelait les Slaves du Sud, la Yougoslavie. Ils diffèrent par la religion, c'est tout. Et puis, si l'on faisait le tour du monde des guerres, Rwanda, Somalie, Colombie, etc., ce sont des guerres qui, comme on l'a vu tout à l'heure, sont à l'intérieur d'un même État, par définition, sont dans la même civilisation. On a dit que la guerre du Golfe opposait le monde arabe au reste du monde, certainement pas. C'était d'abord une guerre entre l'Irak et le Koweït, et puis ensuite une guerre à laquelle l'Arabie saoudite, la Syrie, le Koweït, le Sénégal ont participé contre l'Irak, à côté de la France, des États-Unis et d'autres. Donc en fait, les guerres réelles, pas les guerres imaginées, sont des guerres qui sont à l'intérieur de la même civilisation et pas entre civilisations. Et par ailleurs, il y a un côté déterministe, il se peut que demain il y ait une guerre entre civilisations. Le maintien de la situation, la question qui était posée tout à l'heure, entre Israël et la Palestine pourrait conduire à un type de guerre civilisationnelle. Mais est-ce que c'est inscrit dans les faits? Est-ce que c'est au cadran de l'histoire de façon irrévocable? Non. Les guerres, comme tout phénomène, sont avant tout une affaire de volonté politique. Et s'il y a une volonté politique de la part des États, parce que les civilisations n'existent pas en tant qu'elles ne sont pas représentées, elles ne vont pas décider, c'est quand même toujours les États qui décident, s'il y a une volonté des dirigeants politiques d'éviter cela, on l'évitera. Donc la guerre de civilisation n'est pas quelque chose, n'existe pas, et s'il peut s'en produire certaines, eh bien elle se produira par l'effet, non pas de la différence des civilisations en tant que telles, mais par une volonté politique, et elle pourra s'arrêter par une volonté politique. Y a-t-il une dernière question dans le fond, tout à fait dans le fond, et ça sera sans doute la dernière. Oui, après la réponse qu'on a faite à la demande d'adhésion de la Turquie à l'Europe, on peut se poser la question de savoir où est-ce qu'on doit arrêter les frontières de l'Europe pour les futures... Oui, est-ce que la Turquie est dedans ou pas? Est-ce que c'est la Russie? Alors, par rapport à la Turquie, il y a un problème spécifique, c'est qu'on avait une promesse à leur égard depuis 1963. Et que, évidemment, la Turquie est un pays à cheval sur deux continents, sur l'Asie et c'est un pays déchiré, ou carrefour, comme vous voulez, c'est les deux en même temps. Et on se rappelait avec le sénateur Chaumont, on participait à une réunion à Istanbul il y a 15 ans, le problème se posait déjà dans ces circonstances. Alors, c'est quoi l'Europe? Il y a quand même des frontières géographiques. Est-ce que l'on doit y mettre la Russie ou non, ou pas? La Turquie pose un problème spécifique pour deux raisons. Un, il y a un engagement de la part des pays européens depuis 1963. Deuxièmement, c'est un pays qui, dès l'origine, a fait le choix européen. Mustafa Kemal copie la France depuis le départ. Pour lui, les Kurdes sont des Vendéens. Et il fait le choix de la République laïque. Je crois qu'il faut poser des frontières géographiques, et en tous les cas, partiellement, la Turquie est géographiquement en Europe, même si la majeure partie de son territoire ne l'est pas. Et puis je crois que l'Europe, c'est surtout un vouloir vivre collectif, il serait contre-productif de dire aux Turcs, puisque vous êtes musulmans, vous n'êtes pas européens. C'est comme ça que c'était vécu. Par contre, dire, si vous ne respectez pas les populations, si vous ne respectez pas les minorités, si vous ne respectez pas les droits de l'homme, si vous ne respectez pas la justice indépendante, tout ce qui fait l'Europe, eh bien vous n'êtes pas européens. Donc l'Europe, c'est avant tout un comportement, et ce n'est pas une religion. Et puis, il y a la limite géographique, et la Turquie est à cheval sur les deux. L'autre grand problème sera en fait la Russie. Est-ce que la Russie est la frontière interne ou externe de l'Europe? Certains répondent majoritairement la Russie est trop grande pour être intégrée à l'Europe, pour deux raisons. Parce qu'il y a deux scénarios. Soit la Russie continue à être déliquescente et nous n'aurons aucun intérêt à l'intégrer, soit elle retrouve sa puissance et nous n'aurons pas non plus d'intérêt parce qu'elle déstabilisera par son seul poids l'Europe. Et donc nous devons faire un partenariat avec la Russie, mais c'est la frontière extérieure, et l'Ukraine est la frontière intérieure. Et d'autres, comme Jacques Attali, par exemple, qui a remis un rapport à Hubert Védrine là-dessus, dit qu'il faut intégrer la Russie parce que ça permettra de renforcer l'Europe. Pour l'instant, je crois comprendre que les dirigeants français, dans les deux branches, sont plutôt à dire que la Russie est la frontière extérieure de l'Europe, qu'elle n'est pas intégrable, de par son poids, de par sa taille, à l'Europe. Bien, alors l'ultime question, la dernière, la vraie dernière.
Bonsoir. Oui, d'accord, merci pour la dernière question. Depuis tout temps, l'homme a essayé de trouver ce qu'il fallait à boire, à manger pour lui-même, pour sa famille. Il a défendu sa famille, il a défendu son village, sa nation, son pays. J'ai bien aimé les comparaisons que vous faisiez entre les États-Unis, qui étaient un peu les parents, des fois les arbitres et tout cela, et vous les compariez un peu aux parents d'une famille et qui séparent un peu les enfants, les petits pays qui n'ont pas trop de puissance. Qu'est-ce qui pourrait, d'après vos relations, d'après les contacts que vous avez, unifier, rassembler toute la Terre? Est-ce que c'est des extraterrestres qui viennent de l'extérieur, du malheur, ou au contraire, c'est une question simpliste, naïve, ou tellement formidable si on pouvait imaginer? Qu'est-ce qui pourrait unifier, et est-ce que vous avez des réponses vous-même à proposer? L'amour. Merci. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question en 3 minutes. Très simple. Mais alors, oui, effectivement, la menace externe a toujours été un facteur de cohésion. On l'a vu pour l'Europe, la menace soviétique a été un facteur de cohésion. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a menace extraterrestre pour nous liguer? Je ne sais pas. Pendant très longtemps, on a dit que tant qu'il y aura des États, les États seront des rivaux et donc conduiront les peuples à la guerre. On s'aperçoit en même temps que quand il n'y a pas d'État, c'est pire. Et que l'absence d'État fait que le déchaînement des violences est encore un peu plus grand. Non, je crois que la réponse ne va peut-être pas vous satisfaire, mais simplement la prise de conscience, que le monde est un, et que l'ensemble des peuples ont un intérêt commun à ce qu'il soit géré. Parce que les grands défis qui se posent à l'humanité, préservation de l'environnement, maintien de la paix, contrôle de la démographie, approvisionnement régulier pour chacun, aucun de ces défis ne peut être résolu à l'échelle d'un pays, voire même à l'échelle d'un ensemble de pays. C'est donc quand nous aurons décidé ensemble, dans le respect de chacun, de les résoudre, de faire cela. Et je dirais qu'en fait, même si je sais que c'est un petit peu... C'est pas quand il y aura l'ONU, etc. Avant tout, c'est qu'il faut créer une véritable société internationale qui n'existe pas pour le moment. On parle des fois de la société internationale, elle n'existe pas. La société internationale veut dire que chacun prend conscience que son intérêt ne se construit pas contre l'intérêt de l'autre. Et que dans la mesure où les grands défis sont communs à l'humanité, qu'on ne pourra les résoudre qu'ensemble. Est-ce que l'on peut durablement dire que l'on vivra en paix ici avec 2 milliards de personnes qui ont moins de 2 dollars par jour? Non. Parce que non seulement c'est insupportable humainement, mais un jour ou l'autre, ça nous posera des problèmes. Et donc le jour où on résoudra collectivement ces problèmes, là, on vivra en paix les uns avec les autres et avec nous-mêmes. Et donc je dirais que c'est une affaire, de volonté politique, que cette volonté politique, elle est aussi bien celle des dirigeants que celle des citoyens, et que c'est uniquement par cette prise de conscience collective que, dans l'ensemble des pays, que l'on pourra arriver à l'émergence de cette société internationale. Et la preuve, c'est, pour un sujet quand même, le nombre de personnes vous êtes venus ce soir très nombreux, pour un sujet qui passe pour difficile. C'est que, collectivement, vous avez un intérêt sur ces sujets-là. On voit bien qu'aujourd'hui, ces questions internationales ne sont plus le monopole, la propriété d'un mini-quartier du 7e arrondissement. Ce sont des questions dont les citoyens se sont réappropriés. Et qu'aujourd'hui, la diplomatie ne peut plus se faire dans le secret des cabinets ministériels, mais elle se fait de façon démocratique. On peut dire que la démocratie se démocratise. Il n'y a plus un domaine qui est de cela. Je crois que c'est un facteur important pour aller vers plus de progrès, vers plus de conscience commune, parce que ce qui se passe dans ce pays se passe également dans d'autres pays. Il y a du chemin qui a été fait là-dessus depuis quelque temps. On peut voir l'ensemble du chemin, bien sûr, à parcourir, qui reste encore long, encore loin, mais je crois quand même que, de plus en plus, l'ensemble des citoyens voient bien que les enjeux sont des enjeux mondiaux qui pourront être résolus dans le respect de chacun. C'est ça, la base de l'émergence d'une société mondiale. Merci beaucoup. C'était une très bonne dernière question. La réponse aussi. Si le sénateur Chaumont me le permet, et Stéphane va peut-être donner le nom du prochain invité, je rappelle aussi qu'il y a quelques ouvrages qui peuvent être dédicacés. Une petite dernière question quand même. Votre manuel à l'usage des dictateurs a-t-il été lu par quelques dictateurs?
Quel a été le tirage de l'ouvrage? Eh bien, écoutez, si l'on regarde un peu la façon dont certains, en tous les cas, ont bien appliqué les leçons, d'autres ont été moins habiles. Vous avez pas reçu de mots personnels. Non. Le prochain invité, ce sera le dernier de cette saison avant de repartir, je pense, à la rentrée. Ce sera donc le mercredi 2 mai. Et nous voyagerons aussi, puisqu'il s'agit de Dominique Lapierre, fameux auteur notamment de La Cité de la Joie et d'autres encore, et ancien compère de Larry Collins. Monsieur le sénateur. Eh bien, écoutez, je voudrais être, monsieur le professeur, l'interprète de toute cette salle pour vous remercier de cette magnifique conférence. Enfin, ce n'était pas une conférence, c'était questions-réponses à laquelle nous avons tous participé avec beaucoup de plaisir. Et il y a la dernière voix au chapitre, nous étions dans l'espace et l'univers. Avec vous, nous sommes revenus sur la Terre. J'ai pas très bien compris votre dernière réponse, parce que comme la Terre est ronde et les ballons de football sont ronds, j'avais cru comprendre qu'en écrivant globalisation du football, vous aviez répondu par avance à cette question, faisant du football le facteur d'unification du monde de demain, mais c'est peut-être une vision beaucoup trop réductrice. En tout cas, j'ai pour ma part été un petit peu frustré de vos réponses, parce que j'étais pratiquement d'accord avec tout ce que vous avez dit, ce qui est un peu enchanteur et en même temps frustrant. En tout cas, je pense que vous avez mis tout à fait l'accent sur un problème qui, pour nous Français, me semble le grand problème de ce début de siècle, c'est l'élargissement de l'Europe, la construction de l'Europe, nos relations dans le domaine stratégique avec les États-Unis, quelles sont les limites de l'Europe. En tout cas, pour ma part, de manière peut-être un peu paradoxale, je pense que l'élargissement de l'Europe est une grave erreur qu'il serait tragique de ne pas commettre, et je pense que nous devons nous atteler à cette grande tâche. Et pour conclure, je dirais, m'adressant aux plus jeunes, vous avez le premier pays dont vous avez parlé, c'est la Slovénie. Et je dois dire que si par une belle soirée de printemps ou d'été, vous promenez à Ljubljana le long de la rivière, eh bien, la densité de jolies filles au mètre carré est tout à fait extraordinaire, et par conséquent, je pense que ce pays doit absolument entrer très vite dans l'Union européenne, ouvrant la porte à d'autres pays. Et en tout cas, je vous conseille ce voyage. En tout cas, cher Pascal Boniface, merci infiniment.